micro pour éviter qu'il y ait de l'écho pendant les présentations. Si jamais vous avez des problèmes techniques, je vous invite à poser vos questions, à le signaler dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Pour information, cette présentation aujourd'hui sera enregistrée. Et si jamais vous souhaitez uniquement voir les personnes qui sont invitées, nos conférencières, je vous invite à sélectionner en haut de votre écran, vous devez avoir indiqué afficher tout le monde, et vous pouvez sélectionner soit afficher les caméras actives, soit afficher seulement les intervenants. Comme ça, vous voyez uniquement les personnes qui prennent la parole. Donc, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire qui est le 3e de la série conjointe ITCOP et Keops, qu'on a intitulé « Infrastructure et territoire, regard croisé France-Québec des acteurs de la recherche ». Donc, si vous avez déjà participé à nos précédents webinaires, vous devez vous rappeler que l'objectif, c'est de présenter les travaux de chercheurs sous un angle thématique, mais aussi leur façon d'appréhender la recherche. Donc, pour cela, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de valeurs sociales et environnementales des infrastructures en milieu urbain, des propositions innovantes. Et on va parler d'art, de design, de paysage. On va aborder les infrastructures de façon un petit peu différente. Et pour cela, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Agnès Patuano, qui est professeure adjointe en architecture du paysage à la Wageningen University and Research aux Pays-Bas, et qui est aussi membre de l'ITCOP et membre du conseil scientifique, si je ne m'abuse. Et Alice Jarry, qui est professeure au département de Design and Computation Art de l'Université Concordia, ici à Montréal, et qui est aussi membre de Keops. Alors, bonjour Alice, bonjour Agnès. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on a hâte d'en apprendre plus sur la thématique du jour, mais aussi, avant de commencer, d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, je vais vous laisser le plaisir de vous présenter à nous brièvement, nous présenter votre itinéraire de recherche, évidemment. Donc, je vais passer la parole pour commencer à Alice. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tout le monde. D'abord, un grand merci à toute l'équipe de Keops et d'ITCOP pour l'organisation de cet événement. C'est super excitant de parler avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alice Jarry, je suis artiste-chercheur et comme Armance l'a mentionné, je suis professeure en design et art numérique à l'Université Concordia à Montréal. Je détiens un doctorat en études et pratiques des arts de l'Université du Québec à Montréal, dans lequel je me suis penchée sur le potentiel de résidus du verre recyclé et les enjeux socio-environnementaux de cette industrie-là au Québec. Plus spécifiquement, je suis directrice du Speculative Life Biolab de l'Institut Milieu pour les arts, la culture et la technologie. Et je suis membre de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les communautés et les villes intelligentes, durables et résilientes, ainsi que membre du Living Architecture Systems Group de Waterloo et bien évidemment membre de Keops. Donc, mon expertise, peut-être qu'avant de commencer, ça serait bien de préciser, se déploie dans le champ de la recherche-création. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce champ-là, c'est une tendance en émergence dans le milieu universitaire québécois et international. On en voit de plus en plus en France aussi, qui lie la pratique des arts aux sciences humaines, aux sciences sociales, ainsi qu'aux sciences pures pour générer des nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques ou techniques, en fait, à travers des pratiques sociales, matérielles et performatives. Donc, ma recherche-création, en fait, est portée par une réflexion sur le rôle et l'impact de la matérialité. Donc, globalement, il n'y a pas beaucoup de ressources produites qui trouvent une seconde vie utile, moins de 9% en fait. Et on ne peut plus dire que les déchets qui sont issus de l'activité humaine opèrent selon des trajectoires qui font écho à une matière inerte. On pense par exemple à la contamination des milieux naturels, l'augmentation des températures. Tout ça montre que l'humain, en fait, la production industrielle, les résidus et l'environnement vont se constituer ensemble. Puis plus spécifiquement, j'examine les liens entre esthétique et politique pour réfléchir aux enjeux qui sont liés à la production matérielle et aux infrastructures. Donc, je me concentre sur les formes résilientes pour l'environnement bâti, les procédés de transformation des matières résiduelles, biocomposées et bio-inspirées. Donc, mon labo est un espace hybride et interdisciplinaire qui
va faciliter l'exploration conceptuelle et matérielle des processus vivants, semi-vivants ou résiduels. Par exemple, les membres du labo travaillent à la création d'énergie électrique à l'aide de boues usées, de teintures textiles durables à l'aide de déchets alimentaires et de bactéries, de mobilier urbain réalisé en champignons et d'objets réalisés, par exemple, avec des particules fines issues de la pollution atmosphérique. Donc, ensemble, on explore des liens de plus en plus enchevêtrés entre la technosphère et la biosphère. Plus concrètement, tout ça, ça s'incarne dans des installations, des ateliers publics et des interventions en milieu urbain. Et puis, je pourrais dire, peut-être pour résumer ça rapidement, que les questions qui m'habitent à travers ma recherche, pourraient se poser comme suit. Donc, comment les pratiques en art puis en design peuvent-elles produire des nouveaux potentiels pour des matériaux à risque et proposer une réflexion critique sur l'impact socio-environnemental de l'humain. Puis comment ces mêmes pratiques-là peuvent aussi générer des nouvelles modalités d'engagement durable avec des communautés participantes. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit. Je vais céder la parole à Agnès. Merci Alice et merci aussi évidemment à Armand et au comité d'organisation de Keops et ITCOP pour avoir organisé cette session. Bonjour à tous, effectivement c'est hyper intéressant de pouvoir discuter comme ça à travers les deux continents. Pour ma part, moi je suis à la base diplômée avec un diplôme d'ingénieur en horticulture et paysage de l'INH d'Angers en France. Et après ça, je suis partie faire un doctorat au Royaume-Uni en Écosse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma formation de paysagiste, j'ai vraiment travaillé sur cette idée de joindre l'homme et la nature ou l'humain à l'écologique, on va dire. Mais après mon diplôme d'ingénieur, je ne savais toujours pas vraiment quelle nature amener à quel humain. Et donc, je suis partie faire mon doctorat à Édimbourg en Écosse où j'ai étudié les préférences paysagères en utilisant des techniques d'analyse fractale, donc d'analyse de formes de paysages pour observer, voir s'il y avait une corrélation entre la complexité et on va dire la naturalité des formes et les préférences humaines, ce qui est le cas. Et pendant ce doctorat, j'ai aussi travaillé comme assistante de recherche et assistante d'enseignement pour Open Space, qui est un centre de recherche qui s'occupe vraiment des questions d'accessibilité et d'inclusivité aux endroits, aux espaces extérieurs. Et pendant mon séjour là-bas, j'ai aidé au développement d'un des seuls masters européens de formation au paysage et à la santé, au paysage et bien-être. Et j'en ai profité pour participer à des projets de recherche qui sont vraiment fascinants et que j'espère pouvoir vous présenter rapidement tout à l'heure. Et après mon doctorat, j'ai accepté donc un poste d'assistante professeur à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, où je suis maintenant depuis 1 an et demi. Donc évidemment, ça a été une année assez compliquée, hein, vous êtes tous au courant, mais j'en ai profité pour travailler avec des experts en paysage très pointus, surtout en termes de recherche sur l'adaptation au climat et sur le développement de paysages énergétiques. Et j'en profite moi-même donc pour continuer à développer ma ligne de recherche, donc vraiment sur l'environnement et la santé, donc travailler vraiment sur différents types d'environnements, travailler avec des populations plus ou moins défavorisées ou minoritaires. Et j'en ai aussi profité pour développer des projets plus axés sur le design, vraiment en développant particulièrement des projets de recherche par le design, la recherche de projets, où on va vraiment essayer en fait de tester empiriquement des solutions de design pour créer des vrais environnements qui représentent la connaissance théorique qu'on puisse avoir. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est des problématiques qui sont très humaines, qui sont à cheval sur la géographie ou la sociologie ou la psychologie environnementale. Donc, je travaille beaucoup en interdisciplinarité. Et quelques mois après avoir pris mon poste à Wageningen, j'ai également joint le conseil scientifique du programme ITCOP, ce qui me permet aussi de suivre un petit peu ce qui se passe en France, parce que ça fait bientôt 15 ans que je n'habite plus en France. Donc, ça me permet de garder un pied sur le territoire français aussi et de développer une vision plus européenne, on va dire, plutôt qu'enclavée aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Voilà, merci.
Merci Agnès. Alors c'est extrêmement intéressant. On constate que vous ne faites pas du tout la même chose à la base, mais en même temps, on entend quand même des choses, des approches qui se ressemblent peut-être ou des intérêts communs dont on aimerait parler maintenant. Quelque chose, là vous nous avez parlé de la santé, on va en parler un petit peu plus tard, mais quelque chose qui est la thématique du jour, c'est la valeur sociale. Et qu'est-ce que vous entendez par valeur sociale en tant que chercheuse dans vos domaines de recherche spécifiques? Agnès? Oui, pour moi, la valeur sociale, surtout par rapport à la relation de l'environnement, c'est quelque chose qui peut passer par plusieurs chemins, qui est une vision assez complète, en fait, qui traverse, on va dire, des problématiques sociales, physiques, psychologiques. Donc, je considère que, par exemple, on peut considérer un environnement pour sa capacité à soutenir un individu ou une communauté à réaliser son identité ou ses projets, on va dire, de vie ou de personnalité, ou juste à soutenir une communauté dans sa vie quotidienne. Donc, ça fait aussi partie, en fait, d'une vision plus globale, on va dire, de la qualité de vie. Et je pense que c'est très difficile en fait de séparer la valeur sociale des éléments urbains comme les éléments comme les infrastructures, d'autres valeurs individuelles comme les liens identitaires d'attachement aux espaces. Je pense par exemple à ce concept donc de placemaking ou d'appropriation des espaces ou des endroits et de l'imbustion de mine de je m'excuse d'avance pour les anglicismes, j'ai plus trop l'habitude de parler français, mais en fait de donner un sens à ces environnements, d'être dans un environnement qui donne un sens, ça peut aussi donner un sens personnel et un sens d'appartenance en fait à une communauté ou à la position d'un individu dans une communauté ou dans la société même plus globale. Donc pour moi le terme de valeur sociale et environnementale c'est quelque chose de très, on va dire, large, qui touche à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle globale. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette idée de qualité de vie, de santé, de bien-être, qui est aussi en fait un concept qui passe à la fois par l'échelle individuelle et à l'échelle globale. Merci Agnès. Et on viendra donc, comme j'ai déjà dit, sur la santé ensuite, parce que c'est un élément qui est très important, la santé et le bien-être dans votre approche. Mais Alice, j'aimerais vous entendre aussi sur ce que vous entendez par valeur sociale. Est-ce que ça se rapproche de ce qu'Agnès, de ce dont Agnès vient de parler? Y a-t-il des divergences? Je vous écoute. En fait, je pense que nos propos entrent en résonance. C'est sûr qu'on va sûrement être capable de relever certaines différences, certaines subtilités, mais je vois beaucoup d'alliances, en fait, dans la manière dont Agnès a parlé de la question individuelle versus le collectif, puis comment les deux sont toujours enchevêtrés. Puis, de la même manière, qui est un peu difficile, je pense, d'envisager séparément nature, culture, technologie, je pense qu'il est aussi difficile de vouloir distinguer valeurs sociales et valeurs environnementales qui vont comme opérer souvent dans un même continuum. Puis, je pense que bon, dans un contexte de changement climatique, de crise écologique, l'art et le design peuvent contribuer à construire des nouveaux communs qui permettent de repenser les pratiques, disons, extractives et ou coloniales que l'humain a historiquement entretenues avec bon, la planète et d'autres communautés. Donc, pour revenir à la question du social, je pense que bon, l'art puis le design, si je peux parler depuis ma discipline, en fait, on peut favoriser, par exemple, l'expérience située des citoyens pour opérer des leviers d'intégration, de transformation, participer à un environnement urbain sain, écologiquement durable, inclusif, favoriser un plus grand pouvoir d'action sur des processus de gouvernance et d'occupation de l'espace, ce qui rejoint ce qu'Agnès a mentionné. Puis, je pense que dans nos recherches passées, en particulier avec la chercheuse et directrice de KIOPS, Nathalie Drouin, on s'est beaucoup penché sur comment l'art, le design, en tant que pratique culturelle, peuvent ouvrir des moyens d'action puis des pistes pour contribuer au mieux-être des communautés dans des contextes d'infrastructures urbaines. Puis aussi bien avec le réemploi de matériaux, la visualisation ou la matérialisation de données qui vont faciliter l'accès à l'information ou des méthodes d'engagement citoyen. En fait, il y a beaucoup d'approches dont je vais reparler peut-être plus tard
aussi bien en art numérique, en architecture, en urbanisme et dans des pratiques engagées qui peuvent favoriser justement cette valeur sociale-là en lien avec l'espace urbain. Donc, je pense que, on peut nommer plein de petits exemples. Par exemple, le projet d'intervention participative open source co-cyclo de l'artiste montréalais Alexandre Castonguay, qui va proposer un dispositif citoyen pour rendre sensible, pour rendre audible la pollution sonore et atmosphérique. Donc, le social s'incarne par exemple, via une expérience transformatrice de l'espace urbain. Ou un autre exemple, pour faire écho à mes interlocuteurs en France ici, c'est peut-être le projet de la Fabrique du Clos du studio marseillais Bellastock qui a créé un chantier à ciel ouvert avec des matériaux de démolition qui sont devenus des milieux de vie, un lieu hybride, un site d'expérimentation, un lieu de convivialité. Donc, je pense que l'art et le design peuvent permettre de rehausser ce genre de valeurs-là et de socialité-là. Donc, je vois ça plutôt comme un moyen d'expression et de transformation pour sensibiliser, informer, visualiser, co-créer, engager et développer autrement les milieux urbains. Merci, mais c'est intéressant parce que vous nommez la pollution sonore, la pollution atmosphérique, les milieux déstructurés, les enjeux de santé, et vous répondez chacune dans vos pratiques par bien-être, environnement sain, appropriation de l'espace. Comment cet aspect vraiment plus santé à la fois, puis j'insiste sur le physique, psychologique, santé globale finalement, s'est invité dans le champ de vos recherches, Agnès? Oui, pour moi, c'était vraiment une évidence. Hein. J'ai toujours été très intéressée par la relation en fait entre les hommes et leur environnement, qu'il soit naturel ou bâti, mais particulièrement avec les ressources naturelles. Et j'étais vraiment toujours très on va dire, choquée et fascinée un peu par la dichotomie entre le besoin humain d'être en contact avec les environnements naturels, ce qui me paraissait une évidence, et la tendance très objectivement visible à détruire tout ce qui n'est pas bâti. J'ai un peu... En découvrant en fait cette idée de santé physique, sociale, psychologique, c'est-à-dire que la santé, maintenant on considère que ce n'est plus juste l'absence de maladie, hein, même si on sait qu'il y a une partie des mouvements de conservation écologique, on va dire, ou d'aménagement urbain qui ont leur source dans le domaine médical, de l'hygiénisme et de l'assainissement, de l'environnement pour éviter les maladies. Donc, je pense par exemple au grand restructurement urbain du début du XXe siècle, la création d'égouts, ce genre de choses. Mais maintenant, l'Organisme mondial de la santé a décrit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et donc non plus cette absence de maladie, et ça permet en fait vraiment de considérer l'environnement d'une toute autre manière, et donc de considérer par exemple ces valeurs sociales et environnementales que l'endroit dans lequel on vit peut vraiment amener. Et en prenant cette perspective-là, en fait, ça nous permet aussi de développer des arguments concrets et basés sur des données, on va dire, empiriques, qui peuvent nous permettre en fait de créer des aménagements plus sains, et qui nous permettent de discuter avec des décideurs sur un point d'égalité qui n'est pas juste les arbres c'est joli, mais c'est vraiment pour montrer que d'avoir des arbres en ville, ça peut réduire le stress causé par le réchauffement. Il y a même des études qui ont prouvé ou qui ont montré que ça réduisait le nombre de crimes, la criminalité en ville. Donc, il y a des vrais liens en fait qui peuvent se créer entre les environnements concrets qu'on propose aux habitants et la qualité de vie qui s'ensuit. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les gens que j'ai rencontrés pour pouvoir faire ces recherches-là, parce que ça m'a menée ensuite à travailler vraiment avec des chercheurs dans le domaine médical, en fait. Et donc, encore une fois, d'accumuler une énorme quantité de données empiriques sur ce besoin humain d'être en contact avec les environnements naturels. Et donc, en fait, de vraiment faire avancer
on va dire, un message qui est des environnements sains pour une communauté saine et qui n'est pas en fait d'avoir les deux séparés, mais de vraiment attaquer les deux de front dans une démarche plus globale et plus compréhensible. Merci Alice, on a hâte d'entendre vos illustrations, mais d'abord, merci Agnès, pardon. Alice, vous, comment la santé s'est invitée, cette santé globale dont parlait Agnès, s'est invitée dans le champ de vos recherches? Oui, ben en fait, je trouve ça super intéressant ce qu'Agnès a mentionné à propos, bon, la santé comme un concept écosystémique là, qui est lié à la fois au physique, au psychique, à la qualité de l'environnement naturel et bâti. Puis bon, j'ai mentionné tantôt dans ma petite présentation que bon, mon champ de recherche principal, ce sont les matériaux, la matérialité, puis l'impact de ces matériaux-là sur l'humain puis l'environnement. Donc, quand on pense au design qui implique des matières, c'est toujours imbriqué dans un ensemble de contextes, de relations sociales, de signification. Et puis, moi, c'est d'abord via l'axe physique, en examinant l'impact des poussières et des particules fines que la santé s'est invitée dans mes recherches, en fait. Donc, je me suis précédemment penchée sur l'industrie du recyclage du verre puis ses résidus. Puis pour ça, bon, j'ai effectué des résidences de plusieurs mois chez des conditionnaires du verre au Canada, en France, en Belgique, un petit peu partout. Puis sans rentrer dans les détails, bon, le verre, qui est une matière qui peut être refondue de manière cyclique, sans perdre ses qualités. Bon, au Québec, c'est un matériau qui est le plus souvent transformé, par exemple, en produit post-consommation qui est dédié aux infrastructures, par exemple, des additifs cimentaires. Donc, le traitement de tous ces matériaux-là, par exemple, génère une grande quantité de particules dans les milieux de travail qui sont liés au recyclage. Puis, bon, le verre qui est composé de silice, tout comme les matériaux de construction, comme le béton, soulève, bon, à différents niveaux et à différents enjeux des problèmes de santé pulmonaire qui résonnent à la fois avec des travailleurs du milieu du recyclage, des travailleurs du milieu de la construction. On parle par exemple d'irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau, jusqu'à des maladies chroniques plus graves. Donc, cette recherche-là, en fait, a donné lieu à une série d'installations artistiques, dont certaines ont été présentées en collaboration avec Keops, lors du sommet Keops sur les enjeux sociaux des infrastructures. Je pense que dans ce contexte-là, les expériences matérielles qui sont produites par la recherche-création peuvent amener à poser des questions de santé différemment. Donc, en fait, c'est de faire basculer des déchets ou des matières qui sont non désirées dans un autre champ et de créer des nouveaux modes de vigilance critique avec ces matériaux-là. Donc, je pense que la question de santé dans ma recherche touche beaucoup la question de comment rendre visible ce qui est souvent invisible. Donc, c'est une question qui s'intègre dans un projet actuel sur la visualisation puis la matérialisation de la pollution atmosphérique autour de différentes infrastructures routières comme l'autoroute 40 puis l'échangeur Turcot. Donc, c'est intéressant de penser à l'air comme un mélange à la fois biologique, géologique, humain, qui va se déployer toujours à travers différentes échelles, différentes temporalités. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, personne échappe à l'air. On ne peut pas être en dehors de l'air. Donc, c'est un milieu invisible qui regroupe une espèce d'éventail d'enjeux sociopolitiques, sanitaires, environnementaux. Et le projet, bon, on crée, par exemple, des collaborations avec le service de l'environnement de la Ville de Montréal et différents festivals artistiques pour viser la création d'objets, mais aussi d'ateliers citoyens pour être capable de médier ces problématiques-là et puis de les amener dans le champ sensible des enjeux de santé qui ne sont pas nécessairement faciles à appréhender pour les communautés. Donc, c'est ça. Je pense que pour revenir à la question de santé, en lien avec les matériaux, on parle souvent de développement durable où la dimension économique va être d'assez grande importance, mais je pense que les initiatives qui vont allier santé et culture vont procéder d'un modèle qui est beaucoup proche d'un modèle d'engagement durable avec les matériaux, les communautés, pour justement rehausser la dimension sociale de ces enjeux-là. Merci Alice. Donc, vous avez commencé à pas mal illustrer vos propos. Et c'est vrai que là, ça commence à devenir plus concret. On voit le lien aussi avec les infrastructures, parce que c'est vrai que parfois,
on oublie ces impacts-là des infrastructures, on les a pas toujours dans la ligne de mire. Et mais maintenant, je vous inviterai un petit peu à nous présenter, justement, comme vous disiez, là, vous avez commencé à illustrer, donc à nous illustrer vos propos, votre démarche, votre cadre, etc., des recherches sur lesquelles vous avez travaillé en lien avec ces concepts dont vous venez nous parler. Puis, je céderai la parole d'abord à Agnès. Et je pense que vous avez un document pour appuyer votre propos. Ouais, merci Armand. J'espère que vous pouvez voir maintenant la présentation. Oui, c'est parfait. Super. Ouais, j'ai envie de dire, je vais vraiment commencer par là où Alice nous a laissé, parce que je trouve ça vraiment fascinant, Alice, ce que tu viens de dire sur presque l'art comme élément de santé publique. En fait, en sensibilisant les communautés, on change les comportements, on change les pratiques. Donc moi, ce que je vais vous parler assez rapidement, je vais vous présenter plusieurs des projets de recherche antérieurs et courants, pas seulement donc en France, mais aussi à l'étranger, donc en Écosse et aux Pays-Bas. Et je veux aussi un petit peu présenter la position, on va dire, d'ITCOP dans cet écosystème-là. Mais je pensais que c'était peut-être intéressant de commencer par la carte des déterminants de la santé qui a été créée par Barton et Grant, qui explique vraiment bien, je trouve, l'importance de l'environnement naturel ou bâti dans la santé. Et c'est une approche qui est moins sanitaire et plus, on va dire, salutogénique. Donc la salutogénèse, c'est un concept qui a été développé dans les années 80 et qui désigne plus l'approche qui se concentre sur les facteurs qui favorisent la santé et le bien-être plutôt que d'étudier les causes des maladies. Et c'est vraiment moi dans ce cadre-là que j'effectue mes recherches sur les environnements que je regarde. Et on voit très bien ici en fait que tous ces éléments-là en fait vont en avoir un effet sur la santé. Donc c'est pas juste une santé individuelle, on va dire, fait d'éléments génétiques. Mais par exemple, si on considère l'établissement d'une route, pour parler des infrastructures, donc effectivement qui est aussi le sujet d'aujourd'hui, une nouvelle route, ça peut changer le mode d'activité des personnes, ça change leur comportement, ça change leur déplacement, ça change leur destination. Ça a aussi un impact sur l'environnement très local en créant donc de la pollution ou en fragmentant les habitats, mais ça a aussi un effet sur l'environnement global. Et ça peut aussi changer les conditions sociales ou économiques, en fait, vraiment à l'échelle de la communauté et à l'échelle individuelle, en créant, par exemple, une possibilité de se déplacer en vélo ou à la marche. Donc là, on voit vraiment bien que toutes les infrastructures, toutes les interventions qu'on peut faire sur l'environnement vont avoir un effet, on va dire, indirect ou direct sur la santé, qu'elle soit physique ou sociale ou psychologique. Donc, pour vous parler un petit peu des projets de recherche sur lesquels moi j'ai travaillé, donc en commençant par Open Space, donc le centre de recherche pour l'inclusivité et l'accessibilité des espaces extérieurs. Un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est ce projet de Mobility, Mood and Place, donc la mobilité, l'humeur et les endroits. Et c'est un énorme projet interdisciplinaire qui explore en fait comment les lieux peuvent être conçus de façon collaborative, donc vraiment en co-création avec des participants, pour rendre la mobilité piétonne facile, agréable et significative, donc surtout pour les personnes âgées. Et donc là, ce que vous voyez sur cette image, c'est un de nos participants qui porte un électroencéphalographe mobile pendant qu'il se dirige ou qu'il traverse en fait plusieurs environnements urbains. Et l'idée, c'était donc évidemment que la façon dont on vit ou on expérience les environnements influence d'abord notre humeur et ensuite notre volonté ou pas d'être actif. Donc encore une fois, cette idée que tout commence en fait par la sensibilisation ou par l'expérience vécue, ce qui rapproche un petit peu de la matérialité dont Alice parlait. Et donc, par cette approche-là, en tout cas dans ce projet-là dans lequel j'ai travaillé, on a testé cette idée d'utiliser des imageries cérébrales en combinaison avec des approches ethnographiques d'environnement pour comprendre la réponse émotionnelle à différents environnements. C'est un projet extrêmement intéressant. Un autre projet de recherche sur lequel j'ai travaillé, c'était le Woods in and Around Town, donc les forêts
à l'intérieur et à l'extérieur des villes, qui était un très long projet qui portait vraiment sur l'impact que pouvait avoir l'établissement ou des interventions qu'on pouvait amener sur des forêts urbaines sur le stress et la santé ressentie des communautés défavorisées alentour. Donc, on a travaillé sur 6 sites, donc 3 sites d'intervention, 3 sites de contrôle autour de Glasgow et Édimbourg, dans des quartiers qui étaient assez pauvres, où la criminalité était assez haute. Et on a mis en place d'abord des interventions physiques, c'est-à-dire pour rendre les forêts plus accueillantes, avec des entrées plus lisibles, des chemins, et aussi des interventions sociales où on a essayé en fait vraiment d'attirer les communautés dans ces forêts en faisant plus de communication autour, en créant des journées événementielles et aussi en créant des expériences d'art collaboratif dans les forêts, donc pour créer cette expérience située qui pouvait lier en fait ces communautés à leur environnement. Et ensuite, on a testé l'effet que ça pouvait avoir sur leur santé et leur stress en utilisant des auto-questionnaires donc sur une durée assez longue, en fait, pendant 3 ans et ensuite 5 ans après. Donc ça, c'est pour des projets sur lesquels j'ai travaillé qui donnent un peu une idée assez concrète de comment la santé peut vraiment être considérée dans des projets, dans une approche plus environnementale, on va dire. Un projet sur lequel je travaille vraiment qui commence tout juste. On est en train de monter une proposition de recherche. Donc, c'est très, très nouveau, mais ça fait partie des projets de recherche sur lesquels je veux vraiment m'engager dans mon travail à Wageningen. C'est de la recherche interdisciplinaire pour considérer en fait les différentes valeurs qui sont associées au concept de nature. En partant du postulat que on considère en général la nature ou les environnements naturels, soit pour leurs valeurs intrinsèques, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de conservation, par exemple, c'est-à-dire la nature a de la valeur pour elle-même et on doit la protéger pour elle-même, ou d'une manière plus instrumentale, qui est un peu l'approche, par exemple, des services écosystémiques, qui est de considérer la nature pour la valeur qu'elle peut avoir pour l'homme. Et dans ce projet, en fait, qui est une collaboration avec des écologues, des économistes, des urbanistes, des sciences politiques, des biologistes. On veut pouvoir développer une image un peu plus forte, une nouvelle valeur. Ce sont les valeurs relationnelles ou bioculturelles, où en fait on peut vraiment favoriser des relations réciproques entre les communautés et les écosystèmes pour favoriser des interventions plus durables et aussi sensibiliser les communautés en créant une situation dans laquelle les gens ont tendance à plus prendre soin de leur propre environnement et pas à le considérer comme quelque chose qui est séparé d'eux. Donc ça, c'est vraiment les projets sur lesquels je vais travailler moi personnellement, mais je tenais aussi à montrer un petit peu ce qui se passait à ITCOP, parce que ITCOP fait aussi, ou en tout cas soutient aussi énormément de projets inter- et transdisciplinaires qui considèrent assez souvent des perspectives qui sont écologiques, mais aussi sociales, économiques, territoriales, paysagères ou patrimoniales. Mais on n'est pas encore dans une démarche totalement salutogénique. Donc c'est vraiment, j'espère que c'est une approche qui va se développer plus. J'attends de voir le prochain APR. Je vous invite tous à proposer des projets de recherche dans cette approche-là aussi. Et il y a un projet qui m'a particulièrement semblé, on va dire, pertinent pour cette présentation. C'est un projet auquel je n'ai pas du tout participé, mais dont je suis au courant, qui a été soutenu en 2012 sur le bien-être environnemental, la qualité de vie et le rapport sensible au territoire, qui était aussi vraiment basé en fait sur des éléments de participation et de concertation avec les communautés locales par rapport aux infrastructures de transport en train, pour une meilleure insertion paysagère et après en prévention du cadre de vie, et aussi pour créer en fait des conditions de meilleure adhésion sociale aux grandes infrastructures de transport. Et ils ont également créé, vraiment soutenu une démarche de cartographie collaborative qui était, je trouve, particulièrement intéressante. Et là, en ce moment, on a un projet aussi en cours qui s'appelle Ligne Créative, qui est une collaboration entre le NSP en France et Wageningen aux Pays-Bas, donc mes collègues des deux côtés de la frontière.
qui est basé sur les lignes à haute tension, les infrastructures routières, et qui est aussi basé sur cette idée de co-création pour essayer d'avoir une approche, si pas salutogénique, au moins globale et complète et holistique, on va dire, entre les dynamiques écologiques, la perception et les pratiques sociales. Et juste pour finir, je voulais vraiment rapidement proposer un petit peu un résumé de ce qui me semble être important dans les enjeux de recherche en salutogénique, c'est que c'est une approche qui est très complète et complexe, et donc c'est très difficile d'isoler des relations de cause à effet précises entre un environnement qui est créé et un effet sur la santé des communautés. Et ça veut dire aussi qu'on a parfois un manque de reconnaissance dans les sciences sociales qui, eux, sont très basées sur la cause à effet, ce qui peut créer des collaborations interdisciplinaires et transdisciplinaires difficiles. Ces projets de recherche dépendent aussi fortement d'un engagement public et politique qui est parfois vraiment basé sur des croyances individuelles et qui n'est pas forcément reproductible et robuste en situation réelle. Donc ça, c'est pour moi les choses sur lesquelles on doit continuer à travailler pour vraiment continuer à considérer les valeurs sociales et environnementales des infrastructures ou des environnements en milieu urbain. Merci. Merci beaucoup, Agnès. Oui, moi, je suis le vilaine petite personne qui arrive pour dire votre temps est terminé. Et c'est vrai que là, l'heure avance, l'heure tourne, et c'est vraiment extrêmement intéressant tout ce dont vous nous parlez. On va écouter Alice aussi nous présenter quelques projets de recherche, puis il nous restera pas énormément de temps pour les questions. On va essayer de garder quand même du temps pour les questions. Donc, Alice, vous avez environ 8 minutes pour prendre la parole, et je disparais. Et quand je réapparais, ça veut dire que le temps achève. Voilà. Bonne présentation, Alice. Est-ce que vous voyez bien? Je vais arrêter de jouer avec mon écran, ça ne sera pas très long. Oui, on voit très bien, Alice. OK, super, excellent. Bon, écoutez, tout d'abord, merci infiniment, Agnès, pour avoir touché à ces questions de maillage trans et interdisciplinaire. C'est un peu là-dessus que je veux, les enjeux sur lesquels je veux poursuivre. Donc, j'aimerais me pencher sur juste un cas qui est actuellement en développement par notre équipe de recherche avec KEOPS, mais aussi d'autres chercheurs de Concordia. Et plus précisément, j'aimerais regarder comment un maillage transdisciplinaire informe une réflexion justement sur des méthodes d'engagement citoyen pour rehausser des valeurs socio-environnementales des infrastructures. Donc, en effet, depuis 2019, on développe un projet évolutif qui s'inspire et qui suit le processus durable de déconstruction du pont Champlain, une infrastructure montréalaise majeure construite dans les années 60. Donc, vous voyez ici l'ancien pont Champlain actuellement en déconstruction. Et donc, pour refléter la nécessité d'un engagement pluriel dans la conception des villes, le Cities Program de l'Université Concordia nous a permis de créer cette espèce de nouveau maillage entre art, design, gestion et gouvernance, urbanisme performatif, génie du bâtiment civil et environnemental et écologie urbaine. Donc, notre projet, dont l'équipe est composée de Nathalie Drouin en management, Shona Jensen en urbanisme performatif, Lan Lin en génie civil et environnemental, Carly Zitter en écologie urbaine et moi-même en design, on s'est mis à recenser plusieurs approches qui visent à mettre en place ultérieurement un projet pilote d'engagement citoyen qui va mener à des propositions de récupération des matériaux. Ceci va permettre à terme de co-construire des indicateurs socio-environnementaux qui permettent d'examiner les bénéfices non financiers de la fin du cycle de vie des infrastructures. Donc, pour voir comment intervenir, on a d'abord examiné des enjeux socio-historiques entourant la construction du pont. Donc, si la construction de grandes infrastructures a modernisé Montréal, c'est souvent la voix des grands acteurs qui a façonné l'espace urbain et ses valeurs au détriment de certaines communautés qui ont été témoins d'espaces déstructurés, puis de tissus sociaux fragilisés, disons. On pense par exemple, dans le cas du pont Champlain, à la démolition de Victoriatown pour un stade de sport et la construction de l'autoroute Bonaventure.
Donc, en fait, la fin du cycle de vie d'une telle infrastructure routière nous donne matière à penser, simplement parce que, bon, à l'échelle mondiale, la construction émet des gaz à effet de serre, génère des déchets solides. Et à terme, la déconstruction du pont va impliquer plusieurs centaines de tonnes de béton, d'acier et d'asphalte à valoriser. C'est pas très long, j'ai juste un petit problème avec ma présentation. Comme ça. Et voilà, donc, pardon. Est-ce que vous voyez toujours bien ou c'est coupé? Je me suis rendu compte que je l'ai bougé, donc je vais continuer. Donc, en fait, à cette fin, on s'inspire en fait et on suit le processus de déconstruction du pont Champlain et on regarde comment la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain opère, qui coordonne le processus de déconstruction. Et cette société, PJCCI, déploie un programme innovant aussi qui est primé et qui permet d'intégrer des matériaux et de les valoriser, par exemple, par des projets artistiques, récréotouristiques, culturels ou d'infrastructures. Donc, tout ça pour but de réduire l'empreinte écologique de la déconstruction, générer un impact positif pour la collectivité. Et dans la foulée, en fait, PJCCI a aussi mis en place un processus permettant au public, aux parties prenantes de s'informer, de s'impliquer et de partager des idées afin de valoriser des matériaux. Nous, dans ce contexte-là, en fait, on s'est intéressé à tous les degrés d'implication variables que les processus consultatifs participatifs peuvent démontrer. Donc, comme le montre le tableau à droite, il y a des procédés qui vont d'une séance d'information au focus group, qui proposent des niveaux d'engagement différents. Et on s'est rendu compte que, bon, une communauté, c'est jamais un groupe homogène, puis qu'une approche qui peut fonctionner avec certains publics peut ne pas fonctionner avec d'autres. Et on s'est questionné sur la manière, en fait, dont les processus et les méthodologies transdisciplinaires peuvent rehausser les processus en place, favoriser l'inclusion, apporter des nouvelles textures qualitatives aux enjeux sociaux, environnementaux. Donc, dans ce contexte-là, en fait, on a décidé de travailler avec les questions d'expérience situées des citoyens comme levier de transformation pour regarder comment l'art, le design, ça peut être des moyens par lesquels, bon, la socialité, la gouvernance, la durabilité peuvent se constituer. Donc, on regarde justement comment une pluralité de mécanismes, souvent inspirés d'approches engagées en design, en art et en sciences, peuvent rejoindre différentes communautés. Donc, comment un mariage transdisciplinaire peut tisser des nouveaux liens critiques avec les politiques spatiales et environnementales, déployer des pratiques engagées dans des espaces à risque qui rendent visibles des inégalités et rehausser le rôle essentiel de la biodiversité, puis aussi rehausser des approches participatives qui permettent l'amélioration de l'aménagement. Donc, notre équipe, en fait, cherche aussi à catalyser des réalités plurielles, puis à proposer des formats d'échange qui vont décloisonner les savoirs. Donc, je vous présente juste certaines approches qui sont mises en place par les membres de l'équipe et qui vont être mobilisées plus concrètement prochainement. Donc, en fait, sciences citoyennes, définie comme la participation du public à la recherche scientifique, opère de plus en plus de glissement vers les arts, alors qu'on essaie de réfléchir à des modes d'engagement citoyen, puis au lien avec le contexte culturel, technologique, puis écosystémique d'un site. On va adopter, par exemple, des approches liées au BioBlitz, qui se présentent comme des cartographies de la biodiversité, qui entremêlent des savoirs experts, des savoirs citoyens. Vous voyez ici à droite le projet Arbre NDG de Carly Zetter, qui incite les citoyens à faire l'inventaire des arbres sur les terrains privés. Donc, alors qu'on est plus susceptible de protéger une ressource qu'on comprend, impliquer la communauté peut améliorer la connexion avec la nature, puis bon, l'intérêt pour une ville durable. Dans la même optique, on réfléchit énormément aux approches engagées. Vous voyez ici l'exemple de la plateforme montréalaise Point de vue réalisée par Shona Jensen, membre de l'équipe. Donc, ce projet a été réalisé dans le cadre d'un appel de proposition pour repenser la tour Wellington au bord du canal de la Chine à Montréal en un lieu d'activité culturelle et communautaire. Donc, c'était un quartier qui avait subi une gentrification puis une transformation rapide au cours des dernières années. Et le but, c'était de documenter les expériences citoyennes du quartier et d'organiser des laboratoires in situ qui comprennent des dialogues et des ateliers publics pour ouvrir des perspectives multiples sur les questions d'accessibilité, d'espace vert et d'exclusion liées au genre ou à l'âge, par exemple. Dernier exemple, une charrette de design réalisée par des membres de notre équipe et le groupe C'est à nous du bâtiment 7
Donc, la charrette de design, entrevue comme une activité de co-création qui vise la co-résolution de problèmes. Donc, dans ce processus-là, la charrette initiait des nouveaux concepts visuels, encore là par le maillage entre experts et citoyens. Et un peu comme pour le principe de la plateforme Point de vue, le bâtiment 7 est encore situé dans un quartier touché par un embourgeoisement rapide. Donc, le but, c'était de travailler sur des propositions pour une future utilisation durable des espaces, puis de valoriser le rôle de cette communauté-là dans le quartier afin de mobiliser les décideurs municipaux. Donc, juste pour conclure et pour peut-être reboucler sur la question de valeurs sociales et environnementales, je pense que les approches présentées mettent en évidence peut-être 3 potentiels d'un maillage transdisciplinaire dont j'ai discuté. D'abord, l'idée de centralité comme un partage d'intérêts, d'espaces, d'expériences puis d'activités qui mène, appelons ça, la création de capital socio-spatial et pardonnez-moi l'anglicisme de placemaking. Ensuite, l'interconnexion qui vise à créer un espace urbain qui enrichit les liens existants et qui conçoit des niveaux communs entre humains et milieux écologiques. Et troisièmement, le principe d'équité qui nous pousse à viser toujours une plus grande inclusion dans les processus de design, dans le pouvoir décisionnel, ainsi qu'à contribuer à l'éducation sur le fonctionnement de processus de transformation urbaine. Et puis, bon, j'aimerais arrêter là-dessus. Et puis redonner la parole à Armance. Merci Alice. Écoutez, c'était extrêmement intéressant dans vos 2 démarches. Ce qui est intéressant, puis je vais reprendre vos mots Alice, c'est poser les questions autrement aussi. Et à la fois, il y a cette transdisciplinarité qui est tout le temps présente, et aussi les savoirs experts et les savoirs citoyens ou les implications des citoyens qui se rencontrent. Donc tout ça finalement autour de l'idée d'appropriation du territoire, de bien-être et de santé. Donc c'est extrêmement intéressant. Je vous remercie pour vos 2 présentations, puis pour tout ce que vous nous avez dit avant. Et j'aimerais savoir si nos invités, nos participants ont des questions à poser. Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit, hop, ça arrive, il y a une question. Soit allumez votre micro et votre caméra pour la poser. Quelle recommandation? Alors, Alexandra Prouet qui demande, souhaites-tu poser la question, Alexandra, ou veux-tu que je la pose? Je veux la poser. Quelles recommandations peuvent être formulées pour faire face à ces enjeux de la recherche sur ces valeurs sociales et environnementales salutogéniques? Agnès Merci beaucoup pour la question, Alexandra. C'est une très bonne question. Pour moi, je pense que ça passe d'abord par plus de recherche et aussi de la recherche sur la recherche. Je pense que cet enjeu particulièrement en fait de recherche transdisciplinaire dont parlait aussi Alice, en fait, quand on parle de valeurs sociales, c'est jamais quelque chose qu'un chercheur peut arriver dans un endroit, dans un environnement et dire cet environnement a telle valeur sociale. Il faut vraiment toujours engager les citoyens, les participants, et les méthodes d'engagement sont pas toujours bien comprises et sont pas toujours bien appliquées. Et je pense que plus de recherche, plus de publications, tant scientifiques que publiques, pour augmenter la visibilité et la reconnaissance en fait de ces méthodes, plus de recherche pour comprendre quel impact peut avoir une recherche de co-création, par exemple. Est-ce que ça engage juste les citoyens sur le moment? Quel effet ça a sur les citoyens qui arrivent 10 ans après? Et je pense aussi une formation des paysagistes ou des urbanistes ou de tous ces gens de tous les décideurs en fait qui rentrent dans ce processus, d'avoir une formation plus sensibilisée à ce rôle de médiateur et de coordination en fait entre les citoyens et la technique, on va dire, plus académique, est aussi nécessaire. Ouais, Alice? Mais en fait, j'aimerais peut-être rebondir là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant, la question la question de recommandation. Puis ça fait aussi écho au défi que tu as mentionné, Agnès, à la fin de ta présentation, que je trouvais très, très bien synthétisé. Et puis, tu sais, ce que je trouve intéressant de la conversation aujourd'hui, c'est qu'on parle de 2 champs. Moi, je parle du champ qualitatif, et puis, Agnès mentionne beaucoup la question du quantitatif.
il y a un besoin, je crois, d'essayer de réconcilier les deux. Donc, la question de plus de recherche, plus d'études, plus de cas, plus de documentation de tout ça, je crois que c'est absolument nécessaire, simplement parce que, bon, si je peux parler de mon humble perspective, la question, par exemple, de quel impact ça a. Bon, nous, disons, en design, on n'est pas les meilleurs, disons, pour quantifier tout ça, puis mais on peut travailler de manière justement très productive, très durable, avec des gens dont c'est l'expertise. Donc, je pense qu'il y a justement un besoin de rehausser les opportunités de maillage, les opportunités de se parler, et puis de réfléchir à des protocoles communs pour aborder ces enjeux-là. Mais c'est extrêmement intéressant. Effectivement, c'est un petit peu grâce à cette série aussi, ITCOP Keop, c'est un petit peu l'un des objectifs là, d'inviter des personnes de champs différents à parler de thématiques communes. Je ne sais pas s'il y aurait une autre question. Ah oui, Nathalie Drouin qui nous demande si vous avez réfléchi à des indicateurs pour mesurer la valeur sociale. Alors, Agnès ou Alice, je ne sais pas s'il y en a une qui souhaite répondre à la question ou qui a une réponse. Ça peut être non. Hein. Je pense que c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, ça dépend de vraiment comment on détermine ou en fait comment on définit quelle valeur sociale on regarde. Si c'est une question d'augmentation du capital social ou si c'est une question on va dire, de l'efficacité d'un mécanisme de placemaking dont on a parlé d'abord. Il y a quelques outils qui existent pour mesurer ce concept de place ou d'endroit, en fait, pour mesurer l'attachement des personnes au lieu. Donc, Alice, tu as tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait dans une démarche très quantitative, surtout quand il s'agit de mesurer cette valeur sociale. Mais je pense qu'on se heurte en fait toujours au problème de l'individualité. En fait, un endroit peut être extrêmement significatif pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Et même si les deux ont vécu le même temps au même endroit, ils n'ont pas forcément la même expérience. Donc c'est toujours des résultats, des mesures en fait qu'il faut prendre avec des pincettes. Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse beaucoup, ce que j'essaie de développer en regardant la recherche par le projet, c'est comment est-ce qu'on peut savoir en avance, avant de créer une intervention par le design, est-ce qu'on peut savoir quel effet, quelle valeur sociale ça va dégager. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, la réponse est oui, j'y réfléchis, mais pour l'instant, je ne sais pas. Alice? Oui, ben en fait, je vais rebondir là-dessus sur la question « on y réfléchit ». Mais en fait, je pense que c'est ça aussi qu'on essaie de faire dans notre approche transdisciplinaire, là, qui est art, gestion, gouvernance, design, biologie et urbanisme performatif. C'est de voir comment des pratiques, justement, qui sont, appelons ça, disons, texturées ou, disons, qui mènent à l'expérience, soit collective ou à petite échelle, ou même individuelle, comme Agnès t'a mentionné, puis de voir, qu'est-ce que tu peux dégager dans une approche un peu plus bottom-up, puis, tout ce projet-là est en développement. Donc, je pense que moi aussi, ma réponse, c'est on y réfléchit. C'est bien, au moins c'est dans le paysage, c'est quelque chose qui existe. Je ne sais pas, Nathalie, ça répond à ta question ou si tu souhaites apporter quelque chose d'autre. Sinon, là, sinon je vais sauter sur l'occasion. Oui, un beau sujet de recherche, dit Nathalie. Effectivement. Là, vous nous avez parlé depuis tout à l'heure beaucoup de recherche transdisciplinaire, pardonnez-moi, de recherche partenariale. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis, des opportunités de cette recherche-là dans ce contexte? Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Je peux y aller? Je me demandais quoi, qui allait en premier? Ben, en fait, je trouve que, Agnès, elle a bien synthétisé la question des défis et des opportunités.
Je dirais que, bon, peut-être pour parler de mon point de vue québécois, on a la chance en recherche universitaire d'avoir de plus en plus de programmes qui favorisent la transdisciplinarité et puis la recherche partenariale, autant au fédéral qu'au provincial. On peut penser, par exemple, avec des programmes au FRQST comme Audace, comme Engagement, même des programmes hors sciences qui sont dédiés à la médiation scientifique ou à, disons, l'activation artistique de concepts scientifiques. Donc, on a beaucoup, je pense, d'opportunités de s'engager dans ce genre de recherche. Ça soulève quand même quelques difficultés. Bon, j'ai la question justement de comment réconcilier la question d'échelle, je crois. Bon, si tu travailles avec des partenaires, comment tu réconcilies, par exemple, des expériences situées qui sont petites versus des besoins qui sont plus gros d'un partenaire? Entre chercheurs, comment développer des nouveaux protocoles qui ne sont pas juste l'application d'une méthode sur une autre discipline, mais plutôt le co-développement de méthodes scientifiques ou de méthodes artistiques. Et puis, encore une fois, bon, la question de la validation des résultats, je pense que, bon, on l'a mentionné tantôt, Agnès et moi, ça demande juste plus de recherche, plus de diffusion. Et puis, donc, mais je pense qu'une des belles opportunités de la recherche partenariale puis de la recherche transdisciplinaire, c'est d'envisager la recherche comme une manière de mettre au défi la transmission souvent unidirectionnelle des connaissances. Donc, c'est quelque chose où les communautés t'apprennent, et les communautés puis toutes les parties prenantes t'apprennent autant que tu peux leur en apprendre. Donc, c'est justement, je trouve, une manière extrêmement profitable au niveau intellectuel et, disons, juste humain de s'engager avec la recherche. Merci Alice. Agnès, je ne sais pas si vous souhaitez compléter. L'heure tourne, nous approchons vraiment de la fin, mais je vais vous laisser compléter. Puis après, juste pour finir, parce que je pense qu'effectivement, Alice et moi, vraiment, on parlons de la même chose en venant de deux points de vue différents, mais il y a des opportunités absolument énormes, hein, parce qu'on considère on a de plus en plus une approche systémique des phénomènes qu'on regarde. On parle de durabilité, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et compliqué. La santé, comme je l'ai présenté tout à l'heure aussi, c'est quelque chose qui engage énormément d'acteurs, énormément d'éléments qui sont tous interreliés. Donc, on a une approche de plus en plus holistique. Et moi, ce qui me choque beaucoup, en fait, c'est même je vois dans ma propre université, c'est que les barrières disciplinaires existent encore et sont très fortes. Et par exemple, c'est un peu aussi ce qu'on voit aujourd'hui. Heureusement, il y a des séminaires comme ça où on peut vraiment discuter, en fait, mais il n'y aurait pas eu d'autres moments où Alice et moi auraient pu nous rencontrer, par exemple. C'est pas vraiment on fait la même chose, mais d'un point de vue différent, et donc le langage est différent, et donc la communication est difficile, même si au final, en fait, on regarde les choses de la même manière. Et pour moi, c'est ça vraiment le gros enjeu de l'interdisciplinarité pour traiter ces gros projets ou ces gros problèmes qui, on le sait, sont tous connectés. Merci Agnès. Je suis ravie d'entendre que ce séminaire est une occasion pour vous de vous parler et que vous n'auriez pas pu vous rencontrer autrement. Merci. On arrive à la fin, donc je trouve ça un petit peu court. Je suis désolée. Il y a Yannick Autré qui nous partage que l'ampleur des travaux présentés le fait clairement penser aux sciences de la durabilité qui se développent de plus en plus. Puis il y a un hyperlien. Et Nathalie Drouin qui trouve le sujet très intéressant. Il y a des points communs à explorer. Et merci pour vos excellents propos. Puis je vais reprendre ces mots. Merci pour vos excellents propos. Et effectivement, il y a des points communs. C'est ça qui est important. Et il est possible de communiquer puisque vous l'avez fait aujourd'hui. Je souhaite vous remercier un petit peu abruptement pour vos présentations, votre participation aujourd'hui. On a appris des choses. On a aussi appris comment la rencontre peut-être se faire. Je voulais aussi remercier Judith qui est derrière les manettes. Et je souhaite remercier les participants de s'être joints à nous. Pour information, tout sera disponible en ligne. On informera toutes les personnes inscrites par courriel quand tout sera en ligne. Donc, voilà. Je vous ai mis un petit lien aussi où vous retrouvez tous les séminaires ITCOPS, KEOPS qui ont eu lieu cette année. Donc voilà, je ne sais pas si Agnès, Alice, vous s'était saluée. Voilà. Merci beaucoup Armance, Judith, pour avoir organisé ce séminaire. Et merci beaucoup à Alice, évidemment, très intéressant. Ben oui, merci KEOPS, ITCOPS, merci Agnès. C'était vraiment franchement super enrichissant. Fantastique.
Et merci à tous et au revoir. Bonne journée. C'est toujours abrupt sur ces plateformes-là.